Delphine et Gilles se présenter. Il est important que tout le monde connaisse Amaris, qui fait beaucoup de travaux sur tout un tas de sujets. Et lors de l'échange qu'on avait pu avoir avec Delphine Favre, qui est la directrice d'Amaris, il y a quelques temps, j'avais noté qu'ils avaient fait de très gros et beaux travaux sur la problématique des PFAS, thématique qui inquiète, interroge, interpelle beaucoup de monde euh, sur nos territoires comme sur les autres. Et plutôt que de parler de nos territoires, lors de la discussion qu'on avait eue avec Delphine, l'idée était que Amaris puisse présenter les travaux qu'ils ont réalisés, notamment sur d'autres territoires. Et tout de suite, ben, ils nous ont dit qu'ils avaient certes travaillé, mais pas seuls. Ils avaient travaillé avec des experts du sujet. Et je tiens à remercier Philippe Chamaret, qui est notre voisin. Hein, et donc, je savais pas qu'il était hyper pointu sur ce sujet-là, et je suis ravi de l'apprendre, donc de l'Institut éco-citoyen, qui est basé à Fos, et qui donc a appuyé, qui se présentera aussi, évidemment, ainsi que les travaux qu'il réalise, et qui a donc appuyé Amaris sur une très grosse action, et plusieurs grosses actions sur le sujet. Et donc, ben, je vais pas prendre plus la parole que ça, je pense que le plus intéressant, c'est de leur donner la parole, qui puissent présenter leurs démarches, leurs travaux. Et surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. L'idée, c'est d'être dans l'échange, le partage. Et en tout cas, ben, je vous remercie à toutes et tous déjà d'être présents à cette rencontre. Il n'y a pas de questions taboues, hein, ils le savent. L'idée, c'est vraiment d'être dans l'échange, de partager et voir ben, en quoi et comment finalement ben, ce sujet-là pourrait être approprié par nos territoires et pourquoi pas essayer de progresser comme ça a pu être sur les territoires sur lesquels ils ont travaillé. Delphine, je te laisse la parole. Oui, merci Eric et merci aussi Près de nous donner l'opportunité d'échanger avec vous sur la question des PFAS. On a prévu une présentation assez synthétique pour laisser du temps à l'échange et puis évidemment n'hésitez pas à nous interrompre. Donc on va faire une présentation à trois voix. Donc moi je m'appelle Delphine Favre, mon collègue Gilles Broard interviendra dans une deuxième partie. Et puis pour tout ce qui est, vous l'avez compris, de l'ordre plutôt de la partie scientifique, on donnera la parole à Philippe Chamaret. Alors je vais déjà commencer par vous dire d'où on parle. Donc l'association Amaris, c'est une association nationale de collectivités. Gilles, si tu peux, voilà. Une association nationale de collectivités. On regroupe environ 80 territoires. J'en profite pour saluer la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la commune de Berlétan qui sont connectés. Donc tous ces adhérents ont un point commun, c'est qu'ils accueillent ou ils ont accueilli des CPE industriels qui qui ont des conséquences en termes de risques accidentels ou de risques chroniques, mais également en termes de politique publique et d'obligations pour les élus. La principale mission de l'association Amaris, c'est de porter la voix des collectivités auprès des ministères, notamment le ministère de la Transition écologique. Gilles, si tu peux passer à la suivante. Auprès d'un ensemble de partenaires, mais notamment auprès des pouvoirs publics, donc les ministères, les agences de l'État, mais également les fédérations d'industriels. On échange avec Franchimie et l'UFIPEM et le MEDEF de façon très régulière sur tout un tas de sujets, notamment sur les risques accidentels, qui était le cœur de sujet d'Amaris avec les PPRT dont on a accompagné l'élaboration et la mise en œuvre globalement. Enfin, on continue, hein, c'est un travail qui n'est pas du tout achevé, mais on a commencé à s'intéresser aux questions des risques chroniques et des pollutions à la suite de l'accident de Lubrizol en 2019. C'est globalement cet événement qui a permis d'engager un travail avec nos adhérents. Gilles, si tu pouvais passer C'est avec, bon, j'y suis. merci, avec nos adhérents, sachant qu'on avait des remontées des territoires sur ces questions-là depuis de nombreuses années, des remontées qui étaient très variées.
qui concernaient aussi bien la pollution de l'air, les rejets industriels, la gestion des friches industrielles, des questions des habitants laissées sans réponse, la question de l'eau et puis la question de la santé. On avait donc affaire à toutes ces remontées. Au niveau d'Amaris, on n'était pas structuré pour y répondre. Et c'est en 2021 que les administrateurs d'Amaris ont décidé qu'il était temps d'explorer ce sujet pour voir comment travailler avec nos adhérents. Et on a eu la chance à cette époque-là de découvrir l'Institut éco-citoyen qu'on ne connaissait pas, qui est devenu de fait un partenaire d'Amaris et qui nous a permis d'entrer dans le sujet, de le comprendre et puis aujourd'hui d'initier des actions très opérationnelles. Donc on est dans le concret avec l'Institut éco-citoyen et notamment sur la question des PFAS. Donc on a engagé en 2022 ce qu'on appelle un programme, c'est-à-dire qu'on est venu concentrer des moyens, on est allé chercher des partenariats pour engager un travail qui consistait avant tout à produire un premier état des lieux des difficultés remontées par les collectivités. On s'est vraiment concentré sur ce que nous disaient nos adhérents. C'est notre, voilà, c'est notre cœur de métier. Et donc, on s'est appuyé sur des partenaires, donc l'Institut éco-citoyen, mais aussi l'École nationale des travaux publics de l'État, le NTPE, qui est situé à Vaux-en-Velin, un cabinet d'avocats exerçant en droit public, et puis trois collectivités, la métropole de Lyon, la communauté urbaine du Havre. Donc là, on est dans un territoire, enfin dans un périmètre habituel pour Amaris, hein, donc les bassins industriels, mais aussi la ville de Montreuil. C'est plus surprenant puisqu'il n'y a plus d'ICPE industriel ni de site Céveso sur ce territoire. En revanche, la ville a un historique industriel et aujourd'hui est confronté à de nombreuses difficultés dans la gestion des traces laissées sur le territoire, notamment dans les sols. On a imaginé un programme, lancé ce programme en 2022 et bing, en mai 2022, c'est le début de la crise des PFAS qui a largement modifié les plans qu'on s'était faits. Mais cette crise qui nous a aidé à comprendre peut-être en accéléré les difficultés auxquelles les territoires, les collectivités sont confrontés, notamment en termes d'absence de connaissances sur l'exposition des populations, d'absence de connaissances territorialisées, grosses problématiques de financement des dépollutions et des actions à mettre en œuvre et de pression citoyenne, puisque les élus sur les territoires très impactés ont été confrontés à des questions citoyennes sur la santé. Quel est le risque pour mes enfants, etc. Et qu'ils ne sont toujours pas armés pour y répondre, ce qui pose des vrais sujets démocratiques sur les territoires. Je pense qu'on va pouvoir laisser la parole à Philippe pour la partie plus scientifique, ou en tout cas technique, sur qu'est-ce que sont les PFAS. Merci Delphine. Avant d'aborder la question, et bonjour à toutes et à tous, bien sûr, merci pour l'invitation. Alors avant d'aborder la question des PFAS, deux mots sur l'Institut éco-citoyen, dont certains d'entre vous, que certains d'entre vous connaissent. C'est un centre de recherche sur l'effet des polluants sur l'environnement et la santé, qui a été créé en 2010, qui est basé à Fos-sur-Mer hein, depuis sa création à La Fossette, donc à très grande proximité de la zone industrielle ou portuaire de Fos. Et l'objet de l'Institut, c'est de développer une connaissance qu'on appelle actionnable, c'est-à-dire une connaissance qui est déjà adaptée aux enjeux locaux, qui sont des enjeux assez spécifiques, hein, la zone industrielle ou portuaire de Fos, mais aussi toutes les spécificités de la métropole Aix-Marseille-Provence nécessitent
de faire, d'adapter des suivis environnementaux ou d'adapter les politiques publiques et nécessite pour ça une connaissance spécifique. Donc ça, c'est notre cœur de métier et c'est non seulement développer cette connaissance, mais aussi permettre aux décideurs de pouvoir l'actionner, c'est-à-dire la transformer en action de prévention, en action d'amélioration des politiques publiques. Donc, pour terminer juste en 2 mots, c'est l'Institut éco-citoyen, c'est 10 personnes, une équipe qui est compétente sur des sujets transversaux, de la chimie, de l'environnement, à l'épidémiologie, en passant par l'écotoxicité. Et cette équipe est entourée par un conseil d'administration et donc une gouvernance partagée entre des associations de défense de l'environnement, mais aussi des acteurs industriels, des collectivités, des scientifiques et le Grand Port Maritime de Marseille. Donc voilà, c'est un mélange d'acteurs qui travaillent à identifier des problématiques et à y répondre de façon scientifique. Gilles, je veux bien l'autre. Alors, merci. Pour rentrer au cœur de la problématique du jour, les PFAS, bon, j'imagine que vous savez à peu près toutes et tous ce que c'est. On a 4000, enfin plusieurs milliers de composés synthétiques. C'est marqué 4000, mais ça peut être 6000, ça peut être bien plus, parce qu'il s'agit de molécules dont la longueur peut varier énormément. Des molécules qui sont essentiellement composées par une fonction qui associe le fluor, enfin le carbone, le fluor et l'oxygène, et qui en fait cette composition chimique en fait des substances extrêmement stables et avec des propriétés qu'on peut appeler miraculeuses. C'est-à-dire que ces substances sont utilisées dans un nombre d'activités à la fois ludiques, industrielles, etc., entre les vêtements déperlants, entre les matières anti-adhésives, tout ce qui résiste à la chaleur et tout ce qui est aussi associé à l'électricité, eh bien, ça peut faire appel, et ça fait appel à ces molécules-là. Donc, ça explique pourquoi, enfin, la raison pour laquelle ces substances sont utilisées depuis les années 50 dans à peu près tous les domaines de notre vie. Films, ok. Ah, pardon. Et donc voilà, une utilisation extrêmement large et une dépendance, hein, il faut bien parler de ça, une dépendance de nos sociétés à ces substances qui contribuent à la fois au confort, mais aussi à l'efficacité d'une industrie et à ses performances. Alors, le petit hic, à côté de ces miracles, enfin, vient avec ces miracles, le premier hic, qui est que ces molécules sont extrêmement stables et donc persistantes dans l'environnement. Et on les trouve aujourd'hui dans les écosystèmes, dans tous les écosystèmes, que ce soit la flore, l'air et les sols et les eaux souterraines. Et en fait, cette présence fait que la dissémination de ces molécules touche à une limite planétaire, ce qu'on appelle une limite planétaire, c'est-à-dire là, il s'agit d'une contamination chimique généralisée. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, merci Gilles, c'est que ces PFAS sont potentiellement toxiques pour un nombre de maladies extrêmement important. On a des preuves, c'est-à-dire des niveaux élevés de certitude en ce qui concerne les retards de développement de la glande mammaire, le cancer du rein, les lésions au foie, les maladies thyroïdiennes, le cholestérol, enfin bref, un nombre de maladies qui vont à la fois du cancer à la pathologie très, très diversifiée. Donc,
ça, ce sont à la fois des certitudes et des champs de connaissances à développer parce que, paradoxalement, bien qu'ils existent depuis les années 50, ces molécules ont été très très peu étudiées et leurs effets sur l'environnement et la santé sont assez méconnus. Donc aujourd'hui, on se retrouve devant une situation un peu problématique qui est qu'on est contaminé par ces molécules, on sait qu'il y a une toxicité associée, mais en fait, à partir de là, on ne sait pas trop comment faire. Donc Gilles, la diapo suivante. Et il se trouve que, et Delphine en a parlé, début 2020, une émission qui s'appelle Vert de rage a mis le doigt sur la problématique en dévoilant la contamination du territoire lyonnais, et non seulement sa contamination, mais aussi la présence de PFAS au sein des organismes humains, dans des tissus, dans le lait maternel, les cheveux, le sang. Et ce qui a fait l'effet d'une explosion, à la fois une explosion médiatique, mais aussi une explosion un peu citoyenne et démocratique, parce que les populations, les habitants ont semblé découvrir l'ampleur du phénomène, et tout d'abord son existence, mais aussi son ampleur. Et à partir de là, on parle de Lyon, mais en fait, c'est une situation qui touche d'autres territoires et qui a été documentée par une action essentiellement journalistique, et Le Monde, hein, pour ne pas le nommer, avec une cartographie qui a été déployée et qui met le doigt sur ce qu'on appelle aujourd'hui des hotspots. Donc, Pierre-Bénite, près de Lyon, en étant un. Donc, ce sujet qui arrive et qui est à la fois médiatique, citoyen, mais aussi politique, avec un grand P, c'est-à-dire que les représentants et les collectivités ont été sommés, ou en tout cas interrogés sur la situation et sur les solutions à apporter à ce type de situation. Et c'est là où je repasse la parole, et je crois que c'est Gilles qui reprend l'affaire. Alors, merci Philippe. Alors, le zoom, ou en tout cas le petit zoom sur lequel on voulait glisser dans la présentation actuellement, c'était justement revenir du point de vue des collectivités. Delphine, tu as parlé tout à l'heure du programme Collectivité et pollution lancé en 2021 et 2022 par Amaris. Et donc, cette question des PFAS qui s'est invitée justement au moment où, avec plus d'une quarantaine de collectivités, on commençait à travailler cette question des pollutions, des effets, des impacts des pollutions industrielles, à la fois sur l'environnement et la santé. Et donc, ce sujet des PFAS s'est invité, hein, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas de quel point de vue, tout dépend du point de vue duquel on se place, s'est invité effectivement dans nos échanges. Donc, il était tout à fait normal ou naturel, en tout cas pour Amaris, de se saisir de ce sujet-là. Et en fait, on s'est rendu compte que, chemin faisant, que cette question des PFAS et de toutes les difficultés qu'elle posait, je vais y revenir dans quelques instants, mais toutes les difficultés posées par ce sujet-là qui s'invitait sur les territoires de manière massive et presque omniprésente sur tous les territoires au niveau national. Tu as montré les hotspots, Philippe, mais on pourrait mettre quasiment tous les territoires et l'ensemble d'une cartographie nationale concernée par ce sujet-là. Donc, il était tout à fait naturel aussi pour Amaris de se poser la question de comment traiter ce sujet-là, comment traiter cette question, à la fois sur les aspects environnementaux, sanitaires, mais aussi réglementaires, et de pouvoir, en fait, finalement, on s'est rendu compte que cette question des PFAS rassemblait toutes les questions que l'on pouvait se poser, que les collectivités, en tout cas, que nos adhérents et nos partenaires se posaient sur le territoire. Et je vais y revenir dans quelques secondes. Cette photo, c'est tout simplement aussi un petit clin d'œil, mais pour rappeler aussi qu'Amaris, c'est aussi une force d'action auprès du ministère, des autorités, auprès du gouvernement, hein, à travers un certain nombre de plaidoyers. Et Amaris a monté le premier groupe national des élus concernés ou inquiets ou concernés par la problématique des PFAS. Donc, ce réseau d'élus
a constitué une petite délégation de 7 élus qui ont eu rendez-vous le 9 mars dernier auprès de la directrice de cabinet de la ministre de la Transition écologique, justement pour faire part de leurs interrogations, questionnements, mais aussi difficultés, hein, difficultés très concrètes que cette question des pollutions PFAS pose sur leur territoire. Donc, conduit par le vice-président d'Amaris, effectivement, cette délégation a été reçue. Et ce que je vous propose, c'est de revenir un peu sur les verbatims de ces élus et de ce qu'on a entendu lors de cet échange avec la directrice de cabinet. Tout d'abord, parmi les multiples difficultés ressenties, vécues ou explorées, en tout cas par les collectivités sur cette question des PFAS et dont les élus se sont fait les porte-paroles, le premier sujet qui vient, c'est le manque d'information à tout point de vue, hein. Pourtant, Delphine, tu l'as suggéré tout à l'heure, hein, les élus sont en première ligne, hein, vis-à-vis des administrés, des habitants. C'est vraiment la première porte à laquelle on vient frapper. Et pourtant, Et, sur cette question-là, il n'avait aucun élément, aucune réponse concrète, en tout cas, et réponse éclairée, en tout cas, pour apporter effectivement des éléments d'éclairage auprès des habitants. Delphine? et il faut avoir en tête que quand la crise des PFAS a éclaté en 2022, ils n'avaient jamais entendu parler des PFAS. Voilà. C'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Comme la plupart d'ailleurs j'allais dire, autant sur d'autres continents, aux États-Unis, la question avait été traitée effectivement au milieu des années 2000. Cette question, effectivement, ou ce sujet s'est invité de manière effectivement tout à fait nouveau et inédit, en tout cas sur notre territoire. Alors, c'était un sujet qui était confidentiel, peut-être au niveau de quelques chercheurs, quelques labos, mais en tout cas effectivement pour les élus ou pour les territoires, si on prend ce raccourci, c'est vrai, ça a été une découverte de ce sujet-là. Et puis, autre question, difficulté en tout cas à trouver les bons interlocuteurs. Alors, on pourra peut-être en reparler, hein, autour de la visio. Nous avons des représentants des services de l'État, mais en tout cas, même si les choses ont pu peut-être s'améliorer ponctuellement ou localement sur certains territoires, en frappant en première porte, ça a été très compliqué pour les élus de trouver effectivement les bons interlocuteurs aux bons endroits au niveau des différents services ou des agences d'État présentes ou qui sont les interlocuteurs habituels sur ces sujets-là. Donc pareil, il y a eu une espèce de vide ou en tout cas une vacance qui a laissé pas mal de difficultés, pas mal de traces en tout cas chez les élus. Deuxième point que les élus ont abordé ou évoqué avec la directrice de cabinet de la ministre, c'est des inégalités territoriales. Tous les territoires n'ont pas été traités de la même manière, toutes les collectivités n'ont pas eu le même accompagnement, la même attention de la part des pouvoirs publics pour traiter cette question à la fois environnementale et sanitaire et pouvoir trouver des solutions communes. Alors certes, il n'y a pas que l'eau, hein, même si ça a été le sujet le plus prégnant sur la présence des PFAS venant altérer la qualité des eaux distribuées ou des eaux destinées à la consommation humaine. Il n'y a pas eu le même accompagnement sur tous les territoires et pas forcément sur les toutes petites communes, même si on a en tête cette petite commune des Ardennes ou ces petites communes des Ardennes, on peut le mettre au pluriel, puisque deux représentants des communes de Malandry et de La Ferté-Souchière étaient présents effectivement dans cette délégation et ils ont pu faire part aussi des difficultés et en tout cas du caractère, enfin, leur expression, c'était nous sommes démunis. Du jour au lendemain, quasiment, sur cette petite commune de Malandry de 80 foyers, la distribution de l'eau potable a dû être arrêtée, en tout cas n'était plus conforme par rapport aux normes de consommation humaine, et il n'y a pas eu de solution de remplacement. La commune a dû se débrouiller pour mettre en place un système de bons pour que les foyers puissent aller retirer ou acheter des bouteilles d'eau minérale. Et ça lui pose toujours aujourd'hui des problèmes insolubles. C'est une collectivité qui aujourd'hui n'a pas de réponse pour rétablir la distribution de l'eau potable sur l'ensemble de ces foyers. Autre inégalité territoriale, plusieurs collectivités ont rapporté aussi le manque de visibilité hein, sur la stratégie nationale PFAS. On pourra y revenir aussi, peut-être qu'on pourra avoir un éclairage sur le plan interministériel PFAS, hein, le plan d'action interministériel. Or,
très concrètement, même s'il y a des axes de recherche avec les grandes agences, je pense notamment à l'INERI, Santé publique France ou d'autres organismes qui sont mobilisés dans le cadre de ce plan d'action interministérielle à l'échelle nationale, à grand renfort également de financement, aucune retombée directe ou concrète sur les territoires. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous a fortement frappé et qui a été reporté auprès de la ministre. Et puis, bien souvent aussi, les territoires, ou en tout cas les élus, ont fait part de consignes qui n'étaient pas toujours les mêmes selon les différents services, etc. Donc, on le comprend que sur une crise d'une telle ampleur, il est difficile de trouver un message ou des messages, en tout cas, tout à fait justes. Il y a eu effectivement beaucoup de flottement et ça a mis aussi en difficulté les territoires. Autre question qui a été remontée de la part des élus, c'est effectivement, alors là, on y reviendra sans doute dans le cadre des échanges, hein, l'ensemble des questions liées aux pollutions de la ressource en eau, etc. Mais la grosse question, c'est que faisons-nous de la dette environnementale, c'est-à-dire de l'ensemble des PFAS stockés dans les terres, dans les nappes, durablement, et encore pour plusieurs dizaines de décennies ou plusieurs, oui, on a du mal même à imaginer quelle est la portée temporelle, en tout cas, des effets induits par ces molécules qui sont omniprésentes dans les sols, etc., avec des questions très concrètes, hein, on l'a évoqué sur la question de l'eau, mais aussi sur la question des pollutions des terres agricoles qui, bien souvent, ont été contaminées par des épandages des boues de stations d'épuration ou de boues d'origine industrielle. Que faire aussi de la présence de ces substances dans les jardins? Dans les jardins, ça peut être aussi des jardins partagés ou des jardins collectifs animés ou en tout cas mis en place par les collectivités, ce qui engage aussi leur question de leur responsabilité. Mais que dire effectivement sur les transferts de ces pollutions dans les plantes ou dans les fruits et légumes? Que dire également de cette transmission dans les organismes? Donc il y a un pan entier de connaissances, en tout cas, pour lesquels, effectivement, nous n'avons pas de réponse et pour lesquels, encore une fois de plus, les élus étaient fortement démunis. Mais s'il y a en tout cas 2 priorités pour les collectivités parmi l'ensemble de ces questions à retenir, il y a 2 sujets qui ont été, omniprésents, en tout cas dans les messages ou en tout cas dans les, attentes ou les questionnements, des acteurs, locaux. C'est d'une part le besoin d'un accompagnement technique et financier. Alors, le verbatim, hein, nous n'avons pas de ressources financières pour endosser une pollution qui n'est pas de notre fait. Ça, on a reporté effectivement une phrase qu'on a entendue et qui a été exprimée devant les représentants du ministère. Mais ce dont on se rend compte, c'est que le principe de pollueur-payeur, pardon, le pollueur-payeur n'est pas applicable, ou en tout cas ne répond pas, en tout cas, aux difficultés de cette pollution. Il n'a pas pu être activé, ou en tout cas, c'est aux collectivités à faire la preuve effectivement de cette pollution pour pouvoir être entendues et pouvoir faire valoir effectivement cette question du pollueur-payeur et faire valoir ce principe-là. D'où les collectivités aujourd'hui qui parlent plutôt d'une problématique pollueur du pollué-payeur, puisqu'effectivement, aujourd'hui, la charge, en tout cas de la dépollution, incombe aux collectivités et donc aux usagers. Donc, c'est un peu un dispositif aujourd'hui, un système qui est complètement inversé de ce point de vue-là. Alors, Ah, il y excusez-moi, a je des vous projets de coupe. taxes. Gilles, Je vous il y a une coupe Oui, question quelques instants. il y a une question Ah, de je vous... oui, Sébastien Mathieu d'Atmosud. Seb, tu peux la allez-y. dire oralement, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Oui, rapidement, Bonjour. je m'interroge en tant que technicien sur tu disais Philippe Chamarré là que la carte du monde avait établi quoi une vision sur la France entière. Alors peut-être pas en tout point, vous avez dit, hein, ça reflète pas l'intégralité du sujet, mais ça montre en tout cas quelques hotspots. Et je voulais juste savoir effectivement sur quelles données d'entrée cette carte a été établie et si c'était des mesurages qui avaient été réalisés, par qui ont-ils été faits, quelle méthode, sur où, quel milieu, au sol, ainsi de suite, quoi. Des questions techniques. Alors, oui, excuse-moi Gilles, juste, je réponds à Sébastien. Alors, c'est une carte qui est disponible et qui est issue d'un travail fait
dans le cadre du Forever Pollution Project, qui est un consortium de journalistes qui implique des journalistes du monde, mais bien d'autres, et qui se sont fondés sur ce qui existe, c'est-à-dire essentiellement des mesures de suivi environnemental existant. Et là, tu mets le doigt sur un des problèmes majeurs des PFAS, c'est que la métrologie n'est pas stable. Et donc, nous, c'est comme ça qu'on est rentré en fait dans la question des PFAS à l'Institut éco-citoyen. C'était pas tant un problème sanitaire généralisé ou un risque sanitaire, puisque c'était en 2020, je me souviens, c'était en plein Covid, où on a commencé à nous parler de cette question des PFAS, mais essentiellement pour des questions de métrologie. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes méthodes entre, par exemple, Philippe, on t'a perdu? Ah, il y a une coupure, oui. vous m'entendez? Ouais. Bon. Oui. Non, Oui, c'est bon, c'est revenu, Philippe. saccadé. Ouais, quand il y a du vent, Ça a coupé sur. Ça y est, On c'est n'a pas revenu, les c'est mêmes revenu. méthodes entre. Oui, entre les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Espagne, voilà. Donc, ça pose déjà une grande question sur la comparabilité en fait des territoires et de savoir comment on établit justement cette cartographie spatiale, parce on peut rester sur une même méthode et avoir des évolutions temporelles, mais sur la cartographie spatiale, c'est moins évident. Cela dit, il y a quand même des ordres de grandeur et cette carte-là représente ces ordres de grandeur et réalisée donc sur la base des suivis environnementaux qui ont été faits. Je pourrais te donner les sources, mais le Forever Pollution Project, tu peux aller voir et voir les méthodes qui ont été employées. Ça pourrait être intéressant, et après, Gilles, je te rends la parole. Effectivement, Philippe, si tu peux nous donner les sources, comme ça, on les mettra en annexe de cette rencontre thématique, ce qui permettra à chacun, éventuellement, de pouvoir aller un peu plus loin dans les discussions, les échanges qu'on aura ce matin. Tout à fait. Merci. Merci, Philippe. Gilles, on te rend la parole, Alors, désolé. merci. Non, non, au contraire. Mais alors, c'est tout à fait intéressant cette question parce qu'elle pose justement la question de la connaissance et justement, c'est aussi une demande que les élus ont reportée, c'est-à-dire le besoin. Alors, nous, on l'a traduit comme ça, d'une caution scientifique, de fiabilité. Il y avait beaucoup de questions au tout début aussi de cette crise sur les normes à la fois de prélèvement, d'analyse, sur effectivement l'harmonisation aussi de la métrologie pour effectivement parler de la même chose. Donc ça pose aussi effectivement tout ce corpus effectivement de comment se construit la connaissance sur un sujet aussi complexe et comment effectivement faire pour partager une vision commune ou en tout cas disposer des bonnes informations. Donc je pense que votre question est tout à fait au cœur de ce sujet. Sur l'eau, par exemple, alors les choses avancent, la connaissance, en tout cas sur les obligations réglementaires, ont permis aussi, notamment, en particulier sur les eaux destinées à la consommation humaine, on avance en matière de connaissances, mais c'est également un domaine on y reviendra peut-être tout à l'heure dans le cadre des échanges, notamment sur la connaissance de la pollution des sols, sur la connaissance de la pollution de l'air ou des voies de transmission, de transfert, etc. Il y a encore effectivement énormément à faire et on est aux prémices, en tout cas, d'un sujet. C'est un continent à découvrir et en tout cas, c'est un sujet qui ne manquera pas d'alimenter, enfin, qui nécessitera en tout cas des recherches complémentaires dans les années ou les décennies à venir. On est aux prémices, en tout cas, de ces questionnements-là. Donc, votre question, on pourra y revenir tout à l'heure, effectivement, pose effectivement cette question de la connaissance. Donc, j'en reviens juste pour terminer, en tout cas, ce qu'on a entendu du côté des élus, ou en tout cas les messages qui ont été forts, qui ont été portés. Effectivement, c'est bien cette question de la connaissance et de l'accompagnement technique pour y parvenir, mais aussi de la question du financement. Qui paye, comment, selon quel processus? On l'a dit, le principe pollueur-payeur ne s'applique pas, ne marche pas dans ces dispositifs-là, ou nécessite, pour certaines collectivités, d'avoir recours aux juridictions pour effectivement identifier les responsabilités et pour éventuellement, je mets bien ça au conditionnel, pouvoir faire jouer effectivement
effectivement ce principe de pollueur-payeur. Mais pour l'instant, rien n'est joué de ce côté-là. Donc, grosse question, avec aussi une inquiétude pour les collectivités. Est-ce que, notamment sur la question des eaux polluées par les PFAS, est-ce que c'est à l'usager, au consommateur avec sa facture d'eau, de payer la dépollution? Sujet qui, effectivement, ne manque pas de soulever, en tout cas, beaucoup d'indignation et d'étonnement de la part des collectivités. Et puis, pour terminer, je crois que s'il y a un message aussi à retenir dans le questionnement ou en tout cas l'interpellation des collectivités sur cette question de la pollution par les PFAS, c'est bien qu'il s'agit d'une question sanitaire, de santé publique et d'une question prioritaire. 4 ans après, hein, je lis le verbatim, 4 ans après le déclenchement de la crise, nous sommes toujours en attente des premières réponses de l'État. Et ça, je crois qu'il y a un message très très fort de la part des élus, en tout cas dont ils se sont fait la voix, je le redis encore, auprès du ministère, sur effectivement l'absence de connaissances territorialisées pour connaître l'ampleur des contaminations dans les sols. Les cartographies n'existent pas. On commence à avoir enfin, des données consolidées sur les eaux, je le disais, destinées à la consommation humaine. Qu'en est-il des autres eaux souterraines ou des eaux de surface? Pour l'instant, on manque d'informations là-dessus. Sur l'air et les sols, je le disais encore il y a un instant, c'est encore une terra incognita. Des questions également sans réponse sur les pathologies. Philippe, tu nous as montré effectivement tout à l'heure comment la science a montré les effets complètement délétères sur les corps des substances PFAS. Aujourd'hui, pas de connaissances en termes d'épidémiologie ou sur l'imprégnation de ces substances sur les territoires concernés, et notamment, tu as parlé des hotspots. Eh bien, c'est peut-être l'occasion aussi, Philippe, que je te repasse la parole, puisque un des territoires les plus concernés est celui de la métropole de Lyon, sur lesquels, justement, vous êtes intervenu avec l'Institut éco-citoyen et d'autres partenaires auprès de la métropole de Lyon pour avancer sur ce champ de la connaissance et notamment sur la question de l'épidémiologie sur ce territoire du sud de la vallée de la Chimie, du sud, pardon, de la métropole de Lyon. Je te rends la parole, Philippe, pour la suite. Merci Gilles, oui. Dans Alors l'entretemps, et en effectivement, attendant que tu appuies sur le bouton, Gilles, je vais être un peu provocant oui, en fait. Euh, c'est hyper intéressant de dire qu'il n'y a pas de réponse des services de l'État. Pour autant, sans vouloir dédamner les services de l'État, et toi comme moi, on travaille sur d'autres sujets avec eux, sur des sujets, des problématiques sanitaires, alors plutôt sur le post-accidentel industriel, mais ça nécessite forcément, pour les services de l'État, de donner une réponse juste sur de la donnée hyper consolidée, indiscutable. Et c'est un peu, je pense, la problématique, sans vouloir détourner nos amis de la RS qui sont là, qu'on aime beaucoup. Ils peuvent pas dire c'est ça ou ça si on n'a pas une connaissance hyper fiable, hyper pointue, indiscutable, puisque derrière on a affaire à un sujet sanitaire, et que dès lors où on rentre dans ce sujet-là, il y a plein de facteurs émotionnels qui rentrent en ligne de compte, et que on doit avoir une réponse qui est hyper adaptée. Et c'est un peu en ça les travaux que vous avez menés sur la métropole de Lyon permet d'aller dans ce sens, que de mieux connaître pour pouvoir mieux répondre en fait. Non? Je vois que Delphine a rallumé sa Ouais, caméra. ça me démange. Je laisse Delphine répondre et Ouais, puis je sais bien, mais c'est Non, vas-y, volontaire. Delphine, on complète à deux voix. On complète à deux alors voix. on est bien conscient hein, des contraintes et voilà des services de l'État. Après, nous, on se base sur voilà ce que disent les territoires. On sait les limites que ça a. Mais par exemple, quand on entend le maire de Chasse-sur-Rhône est dans le département d'Isère. En revanche, c'est complètement une commune de la vallée de la Chimie. Donc, ils sont impactés exactement de la même façon que les communes qui sont situées dans le Rhône. Bah, dans le Rhône, les communes concernées, pour les communes concernées, les œufs sont, il est recommandé de ne pas consommer les œufs du fait de la contamination au PFAS, ce qui n'est pas le cas à Chasse-sur-Rhône. Donc ça pose énormément de questions. Et en fait, sur le terrain, pour des élus, c'est quelque chose qui est impossible à tenir. Face à des questions des habitants, pourquoi les œufs de je sais pas quelle commune, allez, j'ai les meilleurs en géographie que moi.
sont interdits et pas, il est recommandé de ne pas les consommer et pourquoi c'est pas le cas à Chassurone. Donc on est sur des questions comme ça. En... Mince. Gilles, tu vas finir ma On phrase. manque- Non, alors ça a manqué de coordination. Tu as tout à fait raison. C'est un Ouais. sujet complexe, difficile, qui touche, on l'a dit, hein, tous les compartiments, eau, air, sol, la végétation, les cultures, l'imprégnation humaine, effectivement. Or, peut-être pour résumer, mais on y reviendra peut-être dans les échanges aussi tout à l'heure après la présentation, ce qui a manqué, très certainement au niveau des collectivités ou des représentants des collectivités, c'est d'être associés très directement. Par exemple, au plan interministériel, plan d'action auquel je faisais allusion. Les collectivités n'ont pas du tout été informées des objectifs et des attentes ou des axes ou des orientations dessus. Je donne juste un exemple. Désolé, c'est pas de la provocation, mais c'est quelque chose de très concret. La préfète du département du Rhône, il y a un an et demi, a produit un document très intéressant, très complet, effectivement, sur la situation des PFAS sur l'ensemble du territoire, avec l'état des lieux à l'instant T, hein, alors que la connaissance commençait à progresser, notamment sur l'eau, les difficultés de connaissance sur l'air, sur les sols pollués, etc. Donc, à la fin, un état des lieux tout à fait intéressant. Elle renvoie les collectivités au seul objectif d'être des relais d'information sur cette question-là auprès des populations. Alors, ça, il ne manque pas de lettres, hein, dès lors qu'ils ont l'information. Or, là où une collectivité, et on va redonner la parole, je refais le pont avec Philippe pour lui redonner la parole, là où une collectivité a été la première sur le territoire de la métropole de Lyon à poser effectivement des questions de connaissances, poser et tenter de chercher des réponses, mettre en place de multiples recherches scientifiques pour améliorer la connaissance, ce qui est unique au niveau national et n'a pas d'équivalent. Rien n'est dit de cet effort-là qu'ont fait les collectivités sur cette contribution à la connaissance. Rien n'est dit dans le document de la préfète des difficultés financières rencontrées par les collectivités pour euh, faire les analyses, d'une part, diagnostiquer les effets sur la distribution effectivement de l'eau potable, mettre en place, lorsqu'il le fallait, des équipements nécessaires pour rendre l'eau à nouveau potable, les difficultés de sollicitation des différentes contributions financières à ces investissements lourds. Les agences de l'eau ont mis du temps à réagir sur ces questions-là pour accompagner les collectivités et ce n'est pas encore clair sur tous les territoires. Difficulté aussi pour assurer sur le long terme, du coup, cette charge supplémentaire, etc. Donc, voilà, c'était ce qui a été inacceptable pour les collectivités, c'est que le désarroi et les difficultés financières, techniques, n'ont pas été entendues du côté de l'État. Et là où elles ont fait des choses, elles n'ont même pas été reconnues à ce moment-là. Alors, heureusement, ça change peut-être un petit peu, mais on pourra peut-être y revenir dans les échanges tout à l'heure. Ce que je vous propose, et Philippe, si tu es d'accord, on poursuit le développement de notre présentation. Alors, je ne vois pas les questions, du coup, Delphine et Eric, n'hésitez pas à nous interpeller Alors, si pour jamais il y a l'instant, il n'y en a des pas. questions. T'inquiète, OK, on Il fait n'y en a le pas pour nécessaire. l'instant. donc Ah si si, si ça vous va. justement, Ah, il y en a une de Grégoire. Alors peut-être, Ouais. Grégoire, je vous laisse peut-être prendre la parole. oui. Grégoire, ou sinon je peux la poser. Non, mais j'ai vu la question de Grégoire et je pense que je vais pouvoir aborder dans la diapo suivante, en fait, Non, parce que moi j'avais deux son questions. interrogation sur la présence des PFAS dans l'air. Philippe, je l'ai. Euh, donc, je vous propose, Grégoire, si tu es, Oui, tout à si tu es fait. d'accord, je propose C'est que de dérouler et puis ensuite tu me dis si les j'ai répondu à ta question ou pas. la question, elle vient du fait que les OK. citoyens de France, entre autres, demandent qu'est-ce qu'ils respirent comme PFAS, d'accord? Et nous, on doit leur donner une réponse. Ouais. Et il me semble qu'il n'y aurait pas de véritables mesures fiables en France, je parlais même pas sur poste, de ce genre de choses. Est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a déjà été fait par Atmo Sud, non, Atmo sur
la région Aura ou la région Ocmel, je ne sais pas trop. Est-ce que tu peux préciser, Philippe? Alors, il y a eu un développement méthodologique, effectivement. Mais ouais, ce que je disais, c'est que je vais aborder cette question dans la diapo suivante. Où, effectivement, il y a, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a fait un développement et a fait un travail assez extraordinaire sur la mesure des PFAS dans l'air, la mesure instrumentale des PFAS dans l'air. J'y reviendrai si tu veux bien, et puis tu m'interpelles si je ne réponds pas assez précisément. OK? Ok, merci Philippe. OK. Donc, on va aborder effectivement la question de la métropole de Lyon. Alors pourquoi? Parce que c'est un territoire spécial. C'est l'un des seuls qui détiennent un site qu'on appelle un site producteur de ce type de polluants. Vous voyez sur la carte de France, là, les principaux sites producteurs et utilisateurs de PFAS. Alors, un site utilisateur, ça veut dire qu'il est susceptible de produire ou d'émettre des PFAS, mais pas, très certainement pas à la même hauteur qu'un site producteur. Et puis ensuite, il y a une troisième catégorie de sites qui ne sont pas, qui n'est pas représenté sur cette carte, bien évidemment, parce que ça représenterait des milliers d'installations, sont ces usines ou ces sites industriels qui utilisent de l'eau, par exemple, des nappes phréatiques pour un processus de refroidissement quelconque, c'est-à-dire rien à voir avec les PFAS. Or, cette eau est polluée au PFAS et donc dans la sortie de ce site industriel, eh bien, il y a des PFAS et ils doivent à ce moment-là en référer à l'autorité, alors qu'ils ne sont absolument pas responsables. Donc on voit bien que là, la question de ces contaminations pose un certain nombre de problèmes sur la responsabilité et sur tout ce qu'a développé Gilles jusqu'ici, c'est-à-dire voilà, comment appliquer le principe pollueur-payeur dans ces conditions à la fois de difficultés de mesure, mais aussi de difficultés de savoir qui produit et qui émet des PFAS. Donc, c'est aussi le territoire de Lyon, c'est non seulement un territoire, je dirais, producteur, entre guillemets, de PFAS, c'est aussi un territoire qui a connu un accident industriel majeur qui a impacté durablement la situation sur les PFAS. C'est l'incendie du port Édouard Herriot. Je crois que c'était dans les années 80 ou 90, je ne me souviens plus, Delphine et Gilles. 1987 précisément. 1987. Voilà, 87, et qui a, bien dans les mousses des eaux d'extinction des hydrocarbures en feu, et bien dans ces mousses-là, il y a des PFAS qui font justement mousser. Donc en fait, il y a eu un déversement massif de mousse qui se sont ensuite évacuées dans le Rhône et qui ont pollué en partie les milieux. Donc, c'est évoqué dans les mesures de contamination et dans les mesures de PFAS qui ont eu lieu sur le territoire lyonnais. Mais on voit bien là qu'il y a une sorte d'imbroglio entre des producteurs de PFAS, des sites qui ont subi un accident industriel, etc. Donc, en fait, d'où viennent ces PFAS? C'est la raison. Philippe, avant de passer à la question suivante, il y a une question. Pardon, Delphine, je prends la main. Le chiffre devant, à quoi correspond le chiffre sur cette carte à côté des sites industriels? On voit effectivement devant EuroAPI, Finorga, etc. Si c'est bien cela dont il s'agit, donc il y a une question. Est-ce que c'est un ordre de priorité en termes de producteurs, EuroAPI étant le plus, ou c'est simplement un chiffre pour les reconnaître? Il n'y a pas de hiérarchie, oui, me semble-t-il. C'est pour reconnaître effectivement ce qui est représenté. C'était pour alléger en fait la carte. D'accord. Alors, dans toutes ces questions, c'est-à-dire la contamination, d'où viennent les PFAS et comment on résout cette question sur le territoire de Lyon, la collectivité a mis en place une stratégie de lutte contre les PFAS qui porte notamment sur l'acquisition de la connaissance pour avoir des éléments d'action, des éléments d'amélioration
la situation. Et c'est comme ça que l'Institut éco-citoyen a été mis en contact avec la métropole de Lyon par la voie d'Amaris, et grâce au programme pollution et collectivité, pollution industrielle, collectivité et pollution industrielle, excusez-moi. Donc, on arrive là, aujourd'hui, dans le cadre de cette stratégie contre les PFAS, à plusieurs études en cours qui visent globalement à mieux comprendre comment migrent les PFAS dans l'environnement, dans l'air, dans les sols, dans l'eau. Donc, on a de la modélisation atmosphérique fondée sur des mesures de terrain. Donc, je parlais d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et Grégoire, c'est là où je reprends notre discussion. La problématique des PFAS, c'est qu'ils sont présents partout, y compris dans les filtres qui sont censés retenir les particules. Donc, on voit bien le problème de mesurer les PFAS dans ce contexte-là. Donc, il a fallu, pour Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, développer une méthode, des instruments pour pouvoir prélever des particules et en mesurer la teneur en PFAS. Ensuite, il y a le volet totalement sanitaire, c'est-à-dire que le centre Léon Bérard, qui est un centre de recherche sur les cancers à Lyon, fait une recherche également cofinancée par la métropole du Grand Lyon sur le cancer des particules et les déterminants du cancer des testicules, et parmi ces déterminants, les PFAS. Et puis, il y a la biosurveillance humaine, c'est-à-dire la présence et l'explication de la présence des PFAS dans le corps humain. Et là, c'est l'Institut éco-citoyen qui mène l'étude en cofinancement, avec un cofinancement de la métropole du Grand Lyon et de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes qui contribue à hauteur de 200 000 €. Donc, une opération... une marque d'intérêt et une prise d'action de l'État, là pour le coup, assez importante et qui est vraiment bienvenue et qui répond aussi à nos discussions un peu avant, c'est-à-dire que les collectivités attendent des actions de l'État. Et Eric, tu disais, mais l'État ne peut pas bouger parce que l'État a besoin d'une situation clairement établie, etc. Certes, mais si personne ne bouge, on n'aura jamais la situation clairement établie. Et en fait, par le biais essentiellement de la confiance, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a amené l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes à contribuer au financement de cette étude de bioimprégnation humaine? Eh bien, c'est la compréhension de la situation et de la détresse et de l'urgence aussi d'en savoir plus et de pouvoir politiquement avancer. C'est pour ça que souvent on dit en parler, c'est déjà chercher des solutions. Donc, mais par contre, ça peut prendre du temps. Donc, j'entends tout à fait, encore une fois de manière provocante, le questionnement des élus et des populations qui est complètement légitime, et de l'autre côté, la nécessité pour l'État, sans vouloir les défendre, d'avoir des choses hyper consolidées, et ça passe forcément par un travail qui est celui qui est mené par Amaris et l'Institut en lien, et c'est très bien que tu le dises, par des actions, notamment financées par l'État, qui, sur cette base-là, pourront dire, nous, on l'a financé, donc on sait de quoi on parle, on le connaît bien, et surtout, on a validé les méthodes ensemble, donc on sait pertinemment que ce dont on parle a une réalité, et à partir de là, on peut chercher des solutions. Donc c'est tout ça qui est intéressant dans cette démarche, et c'est vraiment pour ça que on souhaitait qu'il y ait cette présentation ce matin, pour montrer qu'il y a des possibilités et qu'il ne faut pas partir parce qu'il y en a qui relevaient un PFAS sans savoir ce qui est derrière, que ça doit être une polémique immédiate. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Tout à fait. Donc, cette biosurveillance humaine, vous voyez qu'elle est entourée par une myriade d'études, et je terminerai la description de cette myriade par ce qu'on appelle la biosurveillance environnementale. Et là, Aix-Marseille Université a un programme qui s'appelle Matisse et qui vise à déterminer les voies de transfert dans les milieux environnementaux exclusivement. Donc, tout ça est relié.
Et au milieu, la biosurveillance humaine, eh bien, c'est l'étude PERFAO, qui est donc une étude de PFAS. Attends, juste revenir à la diapo précédente. Merci. Qui est une étude de mesure de PFAS dans le sang des habitants, qui sont exposés, ces habitants, à la fois par l'air et par l'eau contaminée. On a deux zones, enfin deux secteurs, je dirais, sur le territoire lyonnais. Un secteur qui est à proximité du site industriel Arkema-Daikin et un site qui en est beaucoup plus éloigné, qui est, comme disait Delphine, vers Chasse-sur-Rhône, dans le sud de la vallée de la Chimie, qui là a une contamination des eaux qui est connue et assez importante. L'objectif de l'étude, c'est donc de déterminer ces voies de transfert pour, en fait, en symbole, on a l'histoire du robinet, c'est-à-dire que pour les PFAS, il est dit qu'il faut couper le robinet. Mais pour couper le robinet, il faut déjà trouver le tuyau sur lequel mettre le robinet. Et donc, c'est l'objet de l'ensemble de ces études, et plus particulièrement de l'étude de PERFAO. Elle a été conçue en partenariat avec Santé publique France, ça va être dit un peu plus tard, qui mène en parallèle de cette étude le programme de biosurveillance à l'échelle nationale qui s'appelle ALBAN. Et en fait, l'étude PERFAO a été développée également en concertation avec les habitants à partir de cette première proposition travaillée avec Santé publique France. Donc, on a développé, en lien avec les habitants, à travers d'ateliers qui ont été menés sur l'ensemble du territoire depuis 2023. Donc, on est présent sur 4 villes tous les 4 mois, je crois, à discuter avec les habitants, ce qui a permis de préciser la zone d'étude. Donc, on a modelé la zone d'étude aux usages de l'environnement. On a complété le questionnaire qui accompagne les prélèvements. Et surtout, on a noué une relation forte avec la population, qui est une population inquiète, en attente, qui trouve que le temps est long et qui attend des miracles des études scientifiques. Et là, il y a un gros piège qui est un piège habituel, hein, qui est le fait d'attendre de l'étude qu'elle réponde à tout. Et donc, avec ce travail participatif, on arrive à poser la question des limites, on arrive à poser la question des voies d'interprétation de l'étude, c'est-à-dire qu'on arrive, avec les habitants, à préparer le terrain de l'action après l'étude. Et ça, c'est fondamental, parce que ce n'est pas une étude où les chercheurs arrivent, font leurs mesures et partent avec sans donner le reste. Là, il y a un vrai lien. Et ça, c'est l'approche d'Amaris et de la métropole de Lyon qui a souhaité avoir ce lien-là pour pouvoir poursuivre plus efficacement. Voilà ce que j'avais à dire sur en fait, le contexte scientifique de cette étude. Et plutôt que de mots, je préfère vous montrer une vidéo qui décrit parfaitement de quoi il s'agit. Donc, je vais lancer en espérant qu'il n'y ait pas de coupure due au fort Mistral dans notre fossette. Je vais partager. Quand tu partages ta vidéo, Philippe, pense à partager le son aussi en même temps, s'il y a du son. Oui. Alors, on a fait un test tout à l'heure. Visiblement, ça marchait. Mais dites-moi s'il faut augmenter le volume, le baisser, si ça coupe, etc. Allez, on se retrouve. Attendez, tac. Est-ce que vous voyez tout et tout l'écran? Ouais. Allez, 4 minutes 43. PERFAO est une étude scientifique participative. Son objectif, évaluer la contamination au PFAS dans le sang des habitants de la vallée de la Chimie à Lyon et mieux comprendre ses conséquences. Les PFAS, poly- et perfluoroalkylés, sont une famille de molécules chimiques qui comportent des milliers de composés similaires. On les utilise parce qu'elles nous protègent de l'eau, du feu, elles sont résistantes à la chaleur, elles sont anti-adhésives, lisses et brillantes, étanches, stables, isolantes. Elles résistent à presque tout, y compris au temps. Beaucoup de temps. Elles sont diffusées pendant tout le cycle de vie d'un objet. La production,
l'utilisation et la mise en déchet. Ces composés perfluorés se répandent dans notre environnement. Malgré le traitement des eaux, elles nous contaminent par l'eau potable, l'alimentation et l'inhalation de poussière. Cette exposition est dangereuse pour la santé et nocive pour les écosystèmes. Tout le monde y est exposé. 2 PFAS en particulier ont été détectés dans 100% des échantillons adultes et enfants français. Les riverains et les travailleurs des installations industrielles qui produisent ou utilisent des PFAS peuvent être imprégnés à des concentrations particulièrement élevées. En Europe, environ 17 000 zones, dont 900 en France, sont contaminées à des niveaux qui requièrent l'attention des pouvoirs publics. Parmi ces zones figure le Sud-Lyonnais. Des médias, des citoyens et des associations de collectifs locaux y ont révélé à partir de 2022 une concentration très supérieure à la moyenne nationale. Les services de l'État et les industriels ont alors déployé des actions de surveillance supplémentaires dans l'environnement qui ont confirmé la contamination dans la vallée de la Chimie. Elle serait attribuée en partie aux émissions du site industriel Arkema Daikin, situé à Oulin-Pierre-Bénite. On soupçonne ainsi une contamination de la population vivant à proximité de l'usine et dans les villes alimentées par l'eau de consommation. L'étude PERFAO est réalisée par l'Institut Éco-Citoyen sous l'impulsion de la métropole de Lyon. Plusieurs acteurs scientifiques sont mobilisés, provenant des sciences de l'environnement, de la santé, des sciences humaines et sociales et des sciences citoyennes. Elle repose sur une approche participative, nommée PERL, et des ateliers collaboratifs qui ont déjà réuni plus de 240 personnes, mais aussi sur des collaborations locales et nationales, Santé publique France et les communautés professionnelles territoriales de santé. Au total, 300 habitants du Sud lyonnais tirés au sort vont intégrer l'étude PERFAO. Ils sont répartis sur 2 périmètres d'études contaminés par des voies différentes. Ces personnes seront sollicitées à plusieurs étapes. Elles seront reçues en entretien par un enquêteur spécialisé qui recueillera des informations sur leurs habitudes alimentaires, leur cadre de vie, leurs loisirs et leur mode de vie. Elles passeront ensuite une visite médicale durant laquelle un prélèvement sanguin et une prise de tension seront réalisés. Selon leur parcours, certains participants seront amenés à répondre à des questions complémentaires. Nous allons mesurer dans le sang des participants les niveaux d'exposition en polluants pour une trentaine de PFAS. Nous pourrons les comparer avec les valeurs de référence nationales et internationales, tester l'influence des voies de contamination et explorer les liens potentiels entre les PFAS et certaines perturbations de l'organisme. L'étude permettra aussi d'analyser les inégalités sociales et économiques en termes de rapport des riverains aux risques industriels, à la compréhension des expositions et des pratiques et usages sur le territoire. Les données collectées permettront de mieux comprendre l'exposition aux PFAS et ses conséquences, et d'orienter la recherche et les actions de prévention dans les zones industrielles polluantes. Si vous habitez dans le périmètre d'étude, vous serez peut-être sélectionné et vous recevrez par courrier une invitation à participer. Et si vous n'êtes pas sélectionné pour intégrer l'étude, vous pouvez participer librement aux ateliers collaboratifs qui l'accompagnent. Les dates et horaires seront communiqués dans nos fils d'actualité et par mail en vous inscrivant à notre liste de diffusion. perle@institut-écocitoyen.fr. Voilà, donc pour peut-être poursuivre 2 minutes sur la présentation de cette vidéo. Aujourd'hui, on en est à la phase de prélèvement et de questionnaire. 250 personnes ont été recrutées, 200 ont été prélevées, donc en 3 semaines. Ce qui fait un beau score. Et aujourd'hui, on arrive à la fin du recrutement avec la partie la plus compliquée parce qu'il y a des enfants dans cette population. Et donc, c'est pas tant que ce soit des enfants qui posent problème, c'est surtout qu'ils doivent être accompagnés par leurs parents. Et donc, pour prendre rendez-vous, c'est extrêmement compliqué parce que voilà, c'est la disponibilité à la fois de l'enfant et des parents
Et bon, ça ralentit, évidemment, c'est beaucoup moins facile. Mais bon, en dehors de cette difficulté, pour l'instant, tout va bien et il y a une bonne participation et vraiment une inscription très facile des habitants qui reçoivent les courriers et donc qui répondent tout de suite. Donc, on continue à avoir cette attente d'une meilleure connaissance et voilà, une participation. Et pour l'ensemble des références, je ne m'en souvenais pas, mais la dernière image quasiment établit une liste. Donc, je vais prendre une photo et puis, évidemment, je vais vous envoyer les autres références des Forever Pollution Project, mais je crois que c'est dans la liste des sources. Voilà. Bon, alors, si vous avez des questions... On a terminé. Voilà. Donc ça montre bien en fait, hein, et surtout n'hésitez pas, c'est que il y a un sujet, évidemment, qui est soulevé, relayé, et qu'on en est toujours finalement à cette phase qui est de connaissance en fait, et que c'est difficile dans ces conditions-là de répondre aux attentes légitimes du citoyen qui sollicite son élu, qui sait pas trop comment y répondre, et que même les autorités sanitaires, alors il y a beaucoup de gens de l'ARS, je sais pas si l'un d'entre eux souhaite prendre la parole, ça pourrait être intéressant. Et il est évidemment compliqué pour les autorités sanitaires que de répondre à des questions pour lesquelles ils n'ont pas forcément également les réponses. Oui, Philippe. Ouais, je crois, et effectivement, là, tu mets le doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est qu'effectivement, on n'a pas de réponse. On a du mal à prioriser les actions, on ne sait pas où aller, etc. Mais la première des choses, quand même, la première urgence, ça a été de connecter les différents acteurs du territoire. C'est-à-dire de faire en sorte que les habitants inquiets, que les autorités également inquiètes, à la fois des PFAS et aussi de la réaction des populations, les élus mis sous pression, avec une responsabilité sanitaire, enfin, un contexte extrêmement compliqué avec des levées de boucliers et des lancers de bouteilles. Eh bien, dans ce contexte-là, la première urgence, ça a été effectivement de dire on s'occupe du problème. Et on ne sait pas grand-chose, mais on s'occupe du problème avec vous. Et donc, c'est comme ça, et c'est avec cet engagement, je dirais, participatif et aussi l'ouverture des services publics, enfin des services de l'État, une participation des services de l'État au processus, ben ça rétablit la confiance. Parce que pouvoir dire on ne sait pas, mais on va tout faire pour mieux savoir, en incluant tout le monde, ça c'est extrêmement, alors non seulement rassurant, mais ça porte vers la situation, notre situation sur le territoire, c'est-à-dire notre rôle en tant que citoyenne ou citoyen, en tant qu'élu, en tant que, et même exploitant industriel. Mais je crois que c'était la première urgence. En tout cas, c'est ce qu'on a ressenti dans les ateliers, parce que depuis 2023, on fait des ateliers et on est en début 2026 et on a à peine commencé les prélèvements. Vous vous rendez compte du délai déjà pour écrire un protocole comme ça, même si Santé publique France avait ça sous le coude, et nous aussi, parce que l'Institut éco-citoyen avait fait l'étude de bioimprégnation index, donc on n'était pas non plus complètement tout nu sur ces questions-là, mais ça met quand même 3 ans. Donc, pendant 3 ans, bah, les gens ils nous disent, mais pendant ce temps-là, mes enfants ils sont intoxiqués. Voilà. Donc, imaginons qu'il n'y ait pas eu ce processus participatif. Là, je ne sais pas comment ça aurait dérivé, mais très certainement beaucoup plus mal. Et comme on dit toujours, hein, en parler, c'est déjà chercher de manière collective des solutions. Et tant qu'on ne se parle pas, on ne peut pas avancer. Et c'est clairement ce qu'on connaît
un peu au quotidien sur nos territoires. Je vois que Sébastien a levé la main, je vais lui donner la parole. Sur les problématiques d'études sanitaires, d'études épidémiologiques autour de la qualité de l'air. Et l'étude Scénari, dont il y a eu une magnifique visio organisée par Atmosud et l'ARS il y a quelque temps, en montre bien la réalité. C'est qu'il faut pouvoir se parler, pour comprendre les problématiques de l'autre, et finalement, quand on se parle et qu'on s'écoute, on peut commencer à trouver éventuellement des solutions. Oui, Sébastien, et après je passerai la parole à Jérôme. Oui, oui, rebonjour. Ouais, je me suis pas présenté, mais mon image, je crois qu'elle dit clairement que ouais, je suis à Atmos Sud. Moi, je la vois à l'envers. J'espère que vous la voyez à l'endroit, vous. Bref, je suis à Atmos Sud. Donc, moi, je souligne, je félicite et bien évidemment toutes ces actions qui sont menées, comme Philippe l'a dit, en concertation, qui mêlent la science, le citoyen et l'ensemble des acteurs pour avancer sur un sujet sur un fondement scientifique, hein, c'est ce que vous en, et oui, moi je valide tout ça. Je voulais juste apporter, Eric, un petit complément sur des actions dont j'ai entendu parler moi dans ma mission Atmos Sud ici sur la zone sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis amené à participer à bon nombre de réunions dites de CSS, vous savez, des commissions de suivi de site où les gros industriels se doivent que de réunir un peu tout le monde là, dans leurs Je vois abords pas pour de quoi parler de tu parles, sujets. Sébastien. Ouais, Je vois pas de quoi tu parles. ouais, je sais que tu es à la manœuvre. Alors, et du coup, regardez, dans le sujet PFAS, il est dit le monde industriel, il a bien été dit aussi les émulseurs. Hein, de produits qui permettent d'éteindre les feux. Et donc, moi, dans notre territoire, et j'espère que c'est le cas un peu partout ailleurs en France, les pompiers, et notamment ceux qui interviennent dans les grands sites industriels, ont, me semble-t-il, bouclé la phase de changer leurs émulseurs et ceux qu'ils utiliseront très bientôt, ceux qu'ils sont prêts à utiliser, ne comportent plus de PFAS. Eric ou Philippe, vous me direz si c'est vrai, c'est ce que j'ai entendu dans plusieurs CSS, en tout cas, des pompiers le dire. Et il me semble aussi, en tant qu'action corrective déjà, que l'État, l'ADREAL notamment, a demandé à tous les industriels de ce territoire que de faire une étude chaque site après site sur utilise-t-il des PFAS, en émettent-ils, et il me semble que ça y est, ils ont abouti tous à ce travail de voilà où chaque industriel en est sur les quantités émises et les molécules peut-être émises. Non, Eric? Effectivement, ce que tu dis lors des CSS, puisque le CIPRE assure le secrétariat de toutes les CSS de PACA, euh, effectivement, c'est un point qui est demandé par les associations de protection de l'environnement pour lesquelles les exploitants font état. Et effectivement, dans la grande maille, on va dire que c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que les produits ont été échangés et en théorie, il n'y a plus d'émulseur qui poserait problème, qui est aujourd'hui utilisé. Euh, mais c'est pas forcément un sujet très simple pour les industriels qui l'ont mis en œuvre. Sans parler d'histoire de coût, hein. On n'est même pas dans l'histoire du coût, on est dans l'histoire du changement de ces émulseurs qui sont dans des citernes qui existent sur site. Donc comment on fait pour les enlever, les expédier ou les traiter, et puis comment on nettoie ces installations pour s'assurer que en aucun point de l'installation il reste encore quelques traces de produits qui poseraient problème. Donc c'est pas un sujet hyper simple, puisque comme l'a dit Philippe, c'est quand même des produits qui sont compliqués à mesurer et que l'ADREAL du coup regarde ça de près. Enfin, je crois pas que ça fasse partie des actions nationales de l'ADREAL cette année, mais en tout cas, ponctuellement sur les sites lors des inspections, c'est un des points qui est regardé par les inspecteurs lors des inspections qui sont sur rendez-vous et pas les inspections inopinées. On a une question de Jérôme Mosconi également. Je vous laisse prendre la parole. On vous entend pas, Jérôme. Oui, ça y est, bonjour, excusez-moi, je viens de couper le micro. Je suis avec mon assistante Marjorie Villette qui traite pour moi le sujet PFAS. Moi, je suis line manager, facility management sur Arcelor. Et Marjorie, elle a en charge ce sujet qui, pour nous, est très préoccupant. Donc, je lui cède la parole. Marjorie, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, hein, nous sommes impactés donc par les PFAS. Hein, nous sommes sur le sujet depuis mars 2025 aujourd'hui.
Alors moi j'ai une question. Est-ce que vous avez un filtre qui est préconisé pour la filtration de ces PFAS? Sachant que, alors nous, de notre côté, hein, on en a essayé énormément. Aujourd'hui, on est un petit peu dans l'impasse parce que ça fonctionne sur certaines installations, mais pas sur d'autres. On n'a pas trop de réponse à savoir si c'est au niveau du débit ou si c'est au niveau de... Enfin, voilà, on a plein de questions qui se posent. Donc voilà, si vous avez une préconisation, un modèle... Alors, Marjorie, avant que Philippe vous réponde, je pense que ça serait intéressant pour tout le monde que vous réexpliquiez pourquoi vous vous intéressez à ce sujet-là. Moi, je sais pourquoi et de quoi on parle. Philippe, certainement, mais d'autres aussi. Mais pour la communauté qui est en ligne, je pense que ça serait intéressant que vous rappeliez le contexte de votre question, en fait. Jérôme, hein, je reprends la parole sur le sujet puisque j'étais là à l'origine. Je suis désolé, mais on travaille en équipe chez Arcelor. Mais c'est très bien. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'année dernière, j'ai eu un message de ma direction qui disait que le GPMM fournissait à ArcelorMittal toute l'eau potable et qu'ils étaient face à une crise et que nous devions trouver des moyens pour faire en sorte de protéger nos salariés. Et donc, on s'est penché sur le sujet et on a sollicité nos prestataires en plomberie qui se sont renseignés pour essayer de trouver des moyens qui fonctionnent. On a sur le site à peu près 200 machines à café plus fontaines à eau potable au service de nos salariés. On a également un restaurant d'entreprise où on a là du débit bien plus important qui sert à la préparation des repas. Et donc, on a mis en place, allez, je vais vous dire, entre 200 et 250 filtres, pas forcément tous de la même marque et le même type, pour faire face à cette crise. On a aussi déployé en parallèle des mesures régulières. Je crois que c'est tous les 2 mois qu'on fait des mesures. On fait appel à Carso pour vérifier que nos systèmes de filtration fonctionnent. Et de temps à autre, on a relevé des non-conformités et on a cherché à rectifier le tir. On a remarqué que pour la plupart des points de distribution où nous n'avons pas de gros débit, les filtres mis en place pouvaient tenir jusqu'à 1 année. Alors sur les cartouches filtrantes, il est quelquefois noté jusqu'à 10 mètres cubes, 10 000 litres. Et donc là, on avait très peu de non-conformité, voire pas du tout. Et il y a d'autres points qui sont là où on utilise une grosse quantité d'eau en très peu de temps sur des machines de cuisson au self, où là, on a remarqué avec nos analyses que de temps en temps, on était en dépassement. Alors c'est lié aussi au pic de PFAS, parce que le taux de PFAS en concentration varie dans le temps. Et quand le GPMM nous en envoie beaucoup, quelquefois, on a des filtres qui ne fonctionnent pas suffisamment. Et donc, la question qu'on a posée par écrit, c'est est-ce que vous auriez quelque chose qui nous permette, alors je ne vais pas le dire à coup sûr, mais j'aimerais bien, de pouvoir traiter la filtration des PFAS pour des gros débits pour protéger nos salariés, tout simplement. Philippe. Alors, Tout le monde est barré là. Désolé. Personnellement, en tout cas, c'est pas le cœur de métier de l'Institut, malheureusement. Mince, il y a peut-être un truc à faire. Hein. Des questions techniques, mais justement, tout à fait, Eric. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on se dit avec différents acteurs et aussi des jardiniers, tout type d'acteurs, qu'un site ou un groupement pas d'expertise, mais de connaissances sur les solutions à apporter en fonction des contextes qu'on connaît, ça serait d'un usage vraiment très grand. Parce que c'est évidemment pas la première fois qu'on nous pose la question. Et les filtres, ça dépend bien évidemment des débits, des concentrations à l'origine, des usages, etc. Donc, il y a plusieurs paramètres qui
qui font qu'il est difficile de comparer deux situations. En revanche, si vous parlez de gros débit, moi je pense que les collectivités commencent à avoir une bonne maîtrise de la filtration, et notamment la métropole de Lyon. Je pense qu'ils pourraient avoir une idée pour vous indiquer quel type de filtre et quel fournisseur, enfin des choses techniques que je ne maîtrise absolument pas, mais en tout cas, voilà, il y a des usages qui sont différenciés, et il y a aujourd'hui une expérience qui peut être mise sur le papier et partagée. Ça serait une excellente idée. Alors, Je sais pas si Et Anne-Marie- je vais rebondir pour dire, tout à l'heure, Gilles l'a exprimé, enfin voilà, c'était indiqué dans le PowerPoint, le besoin de caution scientifique, et ça vient aussi se situer sur les solutions de dépollution, de filtration, etc. Aujourd'hui, les collectivités concernées sont beaucoup démarchées par des acteurs du privé et peuvent avoir un peu l'impression d'être face à des vendeurs de miracles, etc. Et ne savent pas, n'ont pas les moyens de savoir vers quelle solution technique la plus intéressante se tourner, et expriment vraiment ce besoin d'avoir voilà, ils expriment le terme sous forme de caution scientifique pour choisir soit la meilleure des solutions ou la moins mauvaise. Et en complément, il y a bien une question technique, effectivement, mais il y a aussi une question financière, hein. Ce n'est pas qu'une question de fil, c'est aussi une question de gestion, d'entretien et de maintenance aussi sur le long terme, hein. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et puis, on va jusqu'au bout de la chaîne, Eric, puisqu'on est sur cette question des PFAS. Quelle recyclabilité aussi des fils? Qu'est-ce qu'on fait effectivement des polluants qu'on arrive à capter? Pour l'instant, les filières, en tout cas de recyclage et de retraitement de l'ensemble de ce matériel-là, n'est pas organisée. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses encore à faire pour maîtriser l'ensemble de la chaîne de cette dépollution, en tout cas de cette dépollution des PFAS, quoi. En tout cas, si vous avez- Jérôme, ce que je vous propose, c'est on va faire remonter l'information à un acteur que vous connaissez bien, qui est aussi trésorier chez nous, c'est Environnement Industrie, parce que cette question, éminemment, elle intéresse toutes les entreprises qui font à minima de la restauration collective, plus forcément, il y a des cafetières dans tous les sites industriels. Et des fontaines à eau, donc je pense que ça intéresse un peu tout le monde. Et comme ils travaillent en direct avec Franchimie, puisqu'ils sont sur le même plateau technique, je pense que côté Franchimie, la question a dû aussi se poser. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse remonter l'info, si vous l'avez pas déjà fait, auprès d'Environnement Industrie, et voir si au travers de leur groupe de travail, on peut pas avoir une action sur ce sujet. S'il vous plaît, oui. Et puis, alors, dites-moi si je dois la formuler par écrit ou non, mais j'ai une deuxième question Allez-y. au sujet du traitement de ces PFAS sur notre site, qui est quand même très étendu, hein, il est aussi grand que la ville. Oui. Voilà, j'ai cru comprendre ou apprendre que les PFAS se fixaient dans les tuyauteries. Il y a des systèmes en étude pour savoir si on avait la possibilité de mettre une centrale de filtration à l'entrée du site. Donc juste au moment où il y a le transfert entre le GPMM et ArcelorMittal, pour permettre de filtrer les PFAS qui arriveraient. La question que je pose, c'est si on met en œuvre une solution comme celle-ci, quid des PFAS qui restent dans nos tuyauteries, et comment peut-on éventuellement dépolluer tout ce système de distribution pour être sûr, parce que c'est vraiment très très long, pour être sûr qu'au point de distribution, on n'en ait plus non plus. Alors ça, c'est aussi le sujet, et c'est aussi ce qui rejoint le sujet finalement du changement des émulseurs sur site industriel. Comment on fait pour être sûr que à la fin des fins, dans les canalisations d'injection d'émulseurs avant de faire la mousse, on n'en est plus dedans. Donc je pense qu'on fera remonter les deux, et en tout cas, Jérôme, ce qui serait peut-être bien, c'est que vous nous fassiez un petit mail, comme ça on s'appuie dessus pour le transmettre à nos amis d'Environnement Industrie. Très bien. Juste, Alors, Eric, je me permets un Oui, complément Gilles. d'information. Eric, c'est juste le pôle de compétitivité Accéléra sur la vallée de la chimie, mais pas que, travaille sur ces questions-là pour trouver effectivement des solutions
disponible pour les industriels et voir effectivement comment travailler ces questions-là. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant de se rapprocher aussi du pôle Accéléra sur cette question pour voir un petit peu où ils en sont sur les projets. Ils ont lancé un appel à projet aussi, je crois, sur cette question-là. Donc, je pense que vous pourriez trouver des réponses ou des appuis, en tout cas, auprès du pôle Accéléra également. On proposera, en fait, si vous voulez, à l'association Environnement Industrie, c'est véritablement l'appui des entreprises sur les problématiques d'impact environnemental, mais aussi pour répondre à leurs questionnements. Donc, on travaille parfaitement ensemble. Cyprès n'est pas une structure omnisciente, on en est en tout cas conscient, et donc on essaie de travailler avec les autres qui, chacun dans leur domaine, font leur job. On ne cherche pas à prendre la place des autres. Et donc, sur ces sujets-là, comme on le travaille sur d'autres sujets avec Environnement Industrie, sur les problématiques de pipeline ou d'autres, je pense que ça peut être intéressant. Oui, Camille, l'ARS. La question des réseaux intérieurs qui seraient contaminés au PFAS, nous, ce qu'on peut voir en retour d'expérience sur les communes qui ont été alimentées par une autre ressource quand il y avait un captage qui était contaminé, c'est que systématiquement, les taux de PFAS au robinet des consommateurs s'effondrent, hein. Donc, il peut y avoir une contamination résiduelle des réseaux, mais ça ne remet pas en question la potabilité de l'eau à la fin quand la ressource initiale est conforme. Quel que soit le type de canal, si c'est en PE ou en acier? Bah, nous, c'est surtout du PE, hein, mais je sais pas comment c'est chez Arcelor, à voir peut-être. Beaucoup moins de PE. Pour ça que Alors, je je pose la suis question. très très bien. Écoutez, le site à mon âge, hein. Donc, Ouais, mais Après, comme on vous voit pas, le Jérôme, on ne sait renouvellement, pas. Vous êtes peut-être tout mettez-le dans jeune, le, mais mettez-le dans le sens où vous voulez. J'ai l'âge du site ou le site à mon âge. très bien. Mais écoutez, le renouvellement des canas se fait, hein, dans toutes les communes de toute façon, mais il y en a certainement en acier qui traînent aussi. On n'a pas vu de problématique particulière sur cette question-là, quoi. C'est pas quelque chose qui est remonté au niveau des communes. Ah bah, c'est une bonne nouvelle. on va juste Merci. trouver l'installation capable de traiter un tel débit en entrée de site. Mais C'est ça. et ça, effectivement, ça passe par la discussion, la recherche de solutions. Ouais, Et ouais, non. j'ai une question du coup en termes de gouvernance. Le GPMM, là, ils font des recherches pour traiter l'intégralité de l'eau qui va être desservie sur site. Vous discutez pas avec eux de tout ça parce que en termes de délai de mise en œuvre, j'imagine que si vous aussi vous cherchez à un traitement général pour l'intégralité d'Arcelor, vous allez arriver à peu près sur les mêmes délais de mise en place, quoi. Alors, je n'ai. Enfin, comment je pourrais vous dire ça? J'ai la chance de ne pas être en charge de ce groupe de travail. Voilà. Mais je leur en ferai part. Oui, je pense que là, il y a des discussions à avoir pour éviter de faire 2 fois le même travail. Bien sûr. Mais pour ça, on a quelqu'un, on a Jean-Michel Gabriel, qui est l'interlocuteur privilégié du GPMM pour ce sujet-là. Donc, je vais lui partager ça. Très bien. Parce qu'effectivement, là, c'est Arcelor qui s'exprime, mais Arcelor n'est pas le seul site qui est alimenté par le GPMM, et notamment en eau potable. Donc, Non, pas du tout, oui. voilà, c'est le plus gros site qui a le plus de salariés, et très largement. Mais il y a d'autres exploitants qui sont aussi concernés. Ouais. Et on est à votre disposition si nécessaire aussi, n'hésitez pas, vous avez nos contacts. Normalement, on a déjà communiqué avec vous. Vous pouvez aussi, voilà, on est là s'il y a besoin. Merci, on n'hésite pas. Camille, ça veut dire que dans les groupes de travail du GPMM, tu y es également associé ou pas? Moi, je suis dans le groupe de travail sur la recherche de la nouvelle ressource. Éventuellement, ils ont commandité avec le Simcro une étude. Et il y a un groupe de travail aussi pour voir quel système de traitement pourrait être mis en place pour desservir une eau conforme en entrée du GPMM. C'est tout. Je ne suis pas associée aux discussions avec les clients. Donc Jérôme, déjà une recherche de solution, mais le temps de trouver la bonne source, de faire les travaux, de reconnecter tout le monde, effectivement, ça sera pas Alors, la ressource, c'est à fin du temps mois. long, hein. Là, ils ont un projet à temps plus court sur un système de traitement pour l'intégralité du GPMM. D'accord. Plus court. Oui, plus court, oui.
C'est comme l'âge du site, Jérôme. Alors ça, par contre, je peux vous le donner de manière plus précise. On va espérer que c'est plus court que l'âge du site, du coup, quand même, hein, parce que sinon, c'est quand même Sinon, j'en verrai catastrophique. pas la fin, ouais. Est-ce qu'il y a Bon, d'autres questions? non, merci. Merci beaucoup. Questions? Du coup, ça veut dire que c'était tout très clair. Merci beaucoup à... Ah, oui, Grégoire, Puisqu'on insiste, pour FNE. est-ce qu'il y a quelqu'un de l'INERIS actuellement dans le groupe là? Non, Parce que moi, l'INERIS, non, il ne pouvait pas être disponible ce matin. est-ce que vous voulez savoir s'il y a une norme qui a été mise en place par l'INERIS, une norme NF pour mesurer les PFAS? Parce que pour le moment, on a une norme qui vient des États-Unis, de l'EPA, je ne sais pas trop combien, 45 ans, il me semble. Et donc, INERIS est en train de travailler sur une norme européenne et française. Est-ce que ça a avancé? Vous ne savez rien. Philippe, tu as des infos là-dessus? Alors, il ne me semble pas que les seuils qui s'appliquent en France soient issus de la réglementation européenne, hein. On a, alors, les seuils, enfin, c'est pas que les seuils sont différents, c'est que la méthodologie est différente. Déjà, on n'a pas les mêmes PFAS, on n'a pas la même somme de PFAS entre l'Europe et les États-Unis. Et on n'a pas la même durée d'exposition. Enfin, voilà, les méthodes changent, mais ça ne veut pas dire qu'on mesure différemment. Cela dit, en termes de normes, non, je ne sais pas où on en est, c'est-à-dire sur la fixation d'une norme AFNOR sur les PFAS, j'en sais Il y en a rien. une qui va sortir, l'INERIS est en train de travailler dessus, qui devrait adapter la norme américaine de l'EPA en France. Donc, ça serait une norme XNF, parce que X, ça veut dire expérimental. Donc, ce n'est pas encore fait. J'ai pas d'informations là-dessus. D'accord, merci. Merci, Grégoire. Karine, pour la commune de Berre? Oui, bonjour. Oui, moi Ah, j'avais une t'entends question. tout doucement, Karine. Je sais que tu as une petite voix. Tu pourrais mettre le micro plus fort, s'il te plaît? Oui. Alors, attendez, je vais faire autre chose. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Parfait. Oui, donc ville de Berre, donc le site pétrochimique Lyon-Delbazel qui est sur notre commune. Donc il voulait aussi, donc on a communiqué ensemble, ben, suite voilà, aux déclarations au niveau de la presse sur les concentrations de PFAS sur leur émulseur et leur système avec les distinctions du feu. Il nous demandait aussi la qualité de l'eau comme Arcelor, c'est-à-dire quelle est leur qualité de l'eau. Et donc, nous, enfin, moi, j'avais regardé sur le site donc, du ministère de la Transition avec l'outil de visualisation des données nationales euh, sur la surveillance des PFAS. Donc, où on a aux souterraines, aux superficielles, aux distribués et sites industriels. Je voulais savoir comment si cette carte était actualisée, enfin comment elle fonctionnait et si on pouvait s'appuyer nous dessus. Parce que j'ai vu qu'il y avait un prélèvement de eau potable sur la commune et où les PFAS étaient, enfin, on ne dépassait pas les valeurs. Donc, je voulais savoir, en fait, moi, c'est la problématique, c'est comment communiquer quand on a, comme vous l'aviez dit, des questions et des remontées de particuliers qui s'inquiètent de la qualité de leur eau, mais aussi les industriels, comme l'a dit Arcelor, c'est-à-dire dans leur restauration collective, etc. Et savoir par rapport à l'ARS si ils ont aussi des données enfin, sur plusieurs sources que cette unique source que j'ai trouvée sur la carte du ministère.
Je ne sais pas si j'étais Ah, assez claire, c'était un peu je long, pense que c'était excusez-moi. très clair et j'ai vu qu'elle a mis sa caméra parce qu'elle sait que la question était pour elle. Vous avez la chance d'avoir aujourd'hui la spécialiste de l'eau à Quelle l'ARS, chance. qui est Camille, et donc je lui passe la parole tout de suite. Est-ce que je peux faire un petit Oui, commentaire bien sûr, Delphine. juste Oui, oui. je trouve que les questions de Karine Lenoir reflètent complètement ce qu'on peut entendre de la part des collectivités qui nous contactent. Elles ne savent pas quoi faire de cette carte, en fait. Et la carte, Voilà, elle n'est pas facile à lire, hein. elle n'est pas facile. Non, elle fait un peu peur parce que quand on ouais, l'ouvre, on tombe directement Oui. sur la page des rejets et du coup, tout est rouge. ouais. La page eau potable est plus rassurante, mais il faut arriver à y accéder. Concernant l'eau potable, c'est toujours pareil. On a le site du ministère sur eaupotable.gouv.fr, mais bon, là, il faut repartir sur 25 analyses en avant pour avoir l'analyse PFAS, donc c'est pas évident. À garder en tête, le seul endroit où il y a des PFAS qui ont été notés supérieurs à la limite de qualité dans les Bouches-du-Rhône, c'est sur le GPMM. Voilà. Il n'y a que là. On rappelle que pour être supérieur à une limite de qualité PFAS, il fallait faire 10 analyses. Donc, c'est pas ponctuel. C'est une non-conformité qui est quantifiée au bout de 10 analyses en faisant une médiane. Il n'y a que sur le GPMM que ça a été le cas. D'une manière générale, sur le site de l'ARS, on a aussi une page PFAS qui recense pour toute la région toutes les UDI, donc les unités de distribution d'eau, dans lesquelles les PFAS ont été détectés en non-conformité. Donc vous pouvez y aller, c'est actualisé en permanence. Et en général, que ce soit sur les PFAS ou sur la bactério ou sur les pesticides ou sur ce que vous voulez, quand il y a une alerte au niveau du contrôle sanitaire, elle est transmise à l'exploitant et au maître d'ouvrage, donc là c'est la métropole. Et il y a aussi des alertes qui sont affichées systématiquement en mairie, donc qui vous sont envoyées tous les mois. Il y a ça, c'est pas les alertes, excusez-moi, c'est les résultats d'analyse qui vous sont envoyés mensuellement par nos soins. Oui. Donc Ouais, voilà, ça, vous les voilà. recevez. Ouais. Et sur les analyses PFAS, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de sujet sur BER. Ok, merci. Et j'ai une Voilà. autre. Merci beaucoup pour les explications. Et Parce vous pouvez, qu'effectivement, si la vous carte. avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, on est quand même là pour vous renseigner si besoin. Merci. Et j'avais une autre question. C'était par rapport à l'Institut et la métropole d'Aix-Marseille et savoir s'il y avait une réflexion qui était à l'identique que celle de la métropole de Lyon ou non, puisque peut-être moins d'alerte, s'il n'y a que le GPMM et moins d'inquiétude. Voilà, je voulais poser cette question. Moins d'inquiétude, je ne suis pas certain, puisque Oui, Sébastien l'a soulevé tout à l'heure. Lors des commissions de suivi de site, le sujet remonte très régulièrement. En tout cas, sur FOSS, il est fortement remonté. Et donc, il faut arriver à répondre à cette question-là. Et dès lors où on leur dit qu'il n'y a pas, en général, se pose la problématique de la confiance. Et parce que les gens sont bourrés de certitudes, à tort ou à raison, je juge pas. Mais il faut impérativement soulever le problème pour y apporter des réponses. Après, je sais pas, Camille, si on a une action similaire sur la métropole ou peut-être Justine côté métropole de Marseille. Camille? Je vais laisser répondre la métropole, du coup, s'ils sont présents. Alors, je ne Justine? peux pas beaucoup vous aider parce que je ne suis pas du tout sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air. Voilà, je vais laisser peut-être Philippe répondre voilà, sur le rôle de l'Institut et c'est un peu notre outil en fait d'alerte, en tout cas de suivi, etc., qui vient nous faire remonter ces sujets-là, donc les polluants émergents. Hein, donc c'est l'Institut éco-citoyen qui joue ce rôle pour nous, hein, d'être en veille sur les polluants émergents. Aujourd'hui, on n'a pas eu, en tout cas sur la qualité de l'air, je crois que c'est encore compliqué de le mesurer, on n'a pas encore eu de niveau. Voilà, nous demandons de réaliser des actions particulières. Après, sur la qualité de l'eau, je préfère laisser répondre l'ARS. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je sais qu'il y a des choses qui sont faites au niveau des captages avec des mesures, etc. Mais voilà, après, pas du tout de projet, en tout cas, identique à Lyon sur l'imprégnation, pour l'instant, en tout cas. Mais effectivement, je vais quand même laisser Philippe parce qu'ils ont travaillé aussi sur le sujet sur notre territoire. Tout à fait. Merci Justine. On a travaillé d'ailleurs, comme tu l'as dit, hein, dans le cadre de notre convention d'objectifs pour la recherche sur les polluants émergents et donc avec la participation de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Alors déjà, on a travaillé concrètement dans le cadre de ce que je montrais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez encore en tête, mais dans cette myriade d'études, il y avait la biosurveillance environnementale et un projet qui est dirigé par Aix-Marseille Université, qui s'appelle Matisse et qui s'intéresse au sol, aux eaux souterraines, à la végétation et à l'air à travers les lichens. Et donc ça, c'est un projet qui est essentiellement mis en œuvre sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc on a fait des prélèvements généralisés qui sont en cours de traitement, mais qui tournent autour de l'étang de Berre et de la région de Fos. Et ensuite, on travaille également, dans le cadre de ce projet-là, sur la notion de site atelier, pour mieux comprendre comment migrent ces polluants. Donc un site atelier, c'est tout simplement une parcelle, et puis vous l'étudiez à fond. Vous étudiez ses sols, ses lichens, sa végétation, etc. Et vous déterminez là, enfin vous connaissez à partir de là comment tout ça fonctionne et comment tout ça migre. Donc ça, c'est la première action déjà de connaissance sur la métropole Aix-Marseille-Provence en matière de PFAS dans tous les milieux. Au niveau de la bioimprégnation humaine, l'étude qu'on mène à Lyon, en premier lieu, c'était une étude qui touchait 2 sites, celui de Lyon et celui de Fos. Pourquoi? Parce qu'il nous paraissait important, dans le cadre de la recherche, d'avoir 2 sites de nature différente. Lyon producteur, Fos utilisateur potentiel. Donc, on n'a pas du tout le même profil de territoire, et ça, c'était hyper intéressant. Donc, évidemment, assez onéreux, et du coup, on a fait une demande réitérée à l'Agence nationale de la recherche. Donc, on a été classé, très bien classé au niveau de la méthode, mais par 2 fois, l'ANR nous a dit nous a fait comprendre que ce n'était pas son problème. Donc voilà, les PFAS ne rentrent pas dans les priorités de la recherche nationale en matière de financement par l'ANR. Donc nous voilà avec une étude qui est financée, donc cofinancée à Lyon, mais qui manque totalement de financement, parce que bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes enjeux à Lyon qu'à Aix-Marseille-Provence. Donc la métropole ici aurait du mal à justifier le financement complet d'une étude de bioimprégnation humaine. Voilà. Donc malheureusement, on reste encore en recherche de financement pour la comparaison des 2 sites et une meilleure connaissance pour ce qui concerne la connaissance au niveau de la métropole ici. Ça répond à ta Merci pour question, ce Karine? retour. Oui, c'est ce que j'ai. Oui, mais après, j'espère qu'on ne fonctionne pas comme dans le système des risques majeurs, c'est-à-dire qu'il nous faut une crise pour pouvoir faire des recherches et trouver des solutions. On est assez d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais répondre juste pour l'eau rapidement. Du coup, pour la Ok. métropole, donc on a effectivement une problématique de PFAS sur le sud de la nappe de Crau. Donc tous les forages métropolitains qui sont sur cette zone sont suivis de près, avec pas mal d'analyses en autosurveillance, en plus de nos analyses contrôle sanitaire, pour vérifier les niveaux de contamination ou pas de ces forages. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Pas d'autres questions? Et donc, si vous avez une solution technique, on est preneur à l'Institut parce qu'on dépasse le seuil français dans l'eau potable. Donc, si vous prenez un café à l'Institut, ça sera issu de bouteilles en plastique, malheureusement. On est en attente d'une solution technique un peu plus durable. Je pense que ton appel intéresse tout le monde. Je tiens à toutes et tous vous remercier. Je tiens notamment à remercier Delphine pour son intervention et toujours du travail de qualité d'Amaris avec qui on a toujours plaisir à travailler.
l'appui de Gilles et bien évidemment de Philippe pour Éco-Citoyen. Vous avez bien noté les coordonnées de la personne qui doit venir, votre meilleure amie qui est Camille à l'ARS, puisque c'est elle qui a toutes les données pour répondre à vos questions et elle est toujours en tout cas très technique et de bon accueil. Donc n'hésitez pas à contacter Camille. Moi, pour cette conclusion de cette matinée, puisqu'on arrive quand même proche de l'heure méridienne et que vous ayez le temps de lire vos mails avant d'aller déjeuner pour savoir comment y répondre en revenant déjeuner. Je vais juste faire rappel des deux prochaines rencontres thématiques. La prochaine qui a lieu le 9 avril, donc la semaine prochaine, donc qui est sur la psychologie des risques et des réponses comportementales associées, de l'analyse à la gestion de la crise, donc qui est présentée par le docteur Isabelle Richard, donc qui est la directrice d'Environance, qui est un bureau de recherche en psychologie environnementale, avec qui on aura plaisir d'échanger sur ce sujet-là. Et je sais que la colonelle Colletter, la DND 06, qui est très pointue également dans ces domaines-là, nous fera le plaisir d'être présente pour pouvoir mettre en perspective son expérience de terrain sur justement ces sujets que sont la psychologie de la crise et des risques. Et celle d'après, ça sera le 23 avril, donc au retour des vacances, sur une autre thématique tout aussi importante, intéressante, d'autant que la période feu de forêt arrive. Donc c'est sur la sécheresse et les vagues de chaleur. Les méga-feux menacent la France. Donc il sera présenté par le colonel Mercier, donc qui a fait son mémoire d'élève colonel sur le sujet à l'ENSOSP. Il est évident, quand on regarde les événements de l'an dernier, 18 000 hectares dans l'Aude, on est déjà dans le méga-feu, sans parler des 30 000 hectares contigus en Espagne et des 50 000 hectares au Portugal. Donc on est vraiment dans cette nouvelle dynamique qui pose de réelles difficultés, de vrais gros problèmes d'appréhension de ces éléments-là, et qu'il faut impérativement les prendre en compte dans la problématique de la planification hors sec pour les préfectures. J'ai vu que notamment la préfecture des Alpes-Maritimes était connectée. Emmanuel, je pense que pour le prochain Orsec feu de forêt, ça peut interpeller. Oh oui, Même si on a vu l'invitation. voilà, mais également les collectivités locales et territoriales sur les problématiques de PCS, PICS. Et donc l'intervention du colonel Mercier permettra de mettre en perspective tous les travaux qu'on a pu mener côté Cyprès sur ces problématiques de PCS, PICS, et de voir comment les traiter au regard de la dynamique que sont ces méga-feux, qui sont pas du tout comparables avec les feux de forêt tels qu'on les connaît dans le sud de la France habituellement. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. N'hésitez pas, dans tous les cas, la rencontre thématique se termine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers Delphine Esri chez nous, pour le coup, qui les prendra et les renverra vers les différents interlocuteurs. Et bien évidemment, le Cyprès est à votre disposition tous les jours de l'année, sauf les samedis et les dimanches, comme tout le monde. Donc n'hésitez surtout pas. Et nos amis d'Amaris, qui travaillent aussi sur les territoires du sud de la France, en lien avec les collectivités, seront heureux de répondre à vos questions sur les sujets qui sont les leurs. Et en tout cas, on leur fera remonter vos préoccupations sur les sujets qui les intéressent, sans difficulté, en tout cas. Merci beaucoup à toutes et tous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci Eric. Et merci Delphine. Merci, au revoir. Merci Eric. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir.